Phil PM. Paranormal. The flying disc has been found. El mítico Chupacabras. Les enquêtes de Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut Bernard. Alors, commençons fort. On commence fort avec le sous-marin d'Hitler. Eh bien oui, tu sais que, en fait, la semaine prochaine marquera le 73e anniversaire du suicide d'Adolf Hitler au bunker et qui a bien sûr marqué la fin du Troisième Reich. Et probablement que tu en as entendu parler, il faut savoir que au lendemain des hostilités, les Russes ont trouvé les corps d'Adolf Hitler et de Eva Braun. Les corps ont été transportés d'abord dans une clinique en banlieue de Berlin. Les corps calcinés. Les corps calcinés. Parce qu'il faut savoir comment ça se passe. Hitler se suicide en se tirant une balle. Et là, évidemment, je parle de la version de l'histoire. Hitler se suicide en se tirant une balle. Eva Braun en mordant dans une capsule de cyanure. Les corps sont amenés à l'extérieur du bunker. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Berlin est sous une pluie de bombes et il y a un trou de bombe qui a été creusé, en fait, qui s'est formé dans la cour arrière du bunker. On va déposer des corps d'Adolf et de Eva Braun. On va les arroser avec de l'essence dans l'espoir de les faire disparaître, mais à cause de cette pluie de bombes incessante sur Berlin, on fait finalement une crémation relativement sommaire. Donc, le 5 mai, les forces armées russes et les hommes du SMERSH, qui est les services du contre-espionnage, entrent au bunker. Ils vont trouver les corps d'Eva Braun et de Adolf Hitler. Ils seront transférés dans une clinique en banlieue de Berlin où les corps seront officiellement, clairement, sans l'ombre d'un doute, identifiés comme étant ceux du Führer et de son épouse. On a, il faut dire, à ce moment-là, des ossements, notamment de la mâchoire, et qui montrent, il faut dire qu'Hitler avait une très mauvaise dentition. Et ces analyses montrent très clairement des ponts orthodontaires et des réparations qui ne laissent aucun doute sur l'identité des corps. Mais au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Staline va laisser courir la rumeur qu'Hitler aurait pu survivre au bunker. Il y a eu, durant la deuxième moitié de juillet 1945, les rencontres de Potsdam. Il y avait là Churchill et Truman. Et lorsque Truman s'est adressé à Staline en lui demandant « Est-ce qu'on a la preuve qu'Hitler est mort au bunker ?» Staline a haussé les épaules en disant « Je ne sais pas ». En fait, les services russes vont reconnaître qu'ils ont les ossements où ils ont trouvé Hitler seulement à partir de l'année 2000, avec évidemment la perestroïka et tout le reste. Donc, évidemment, les rumeurs vont commencer à circuler immédiatement après la chute du Reich que Hitler aurait pu survivre. Et parmi l'une des rumeurs les plus persistantes, il faut dire que l'armée allemande avait développé des sous-marins et certains types de sous-marins, les types 21, c'était des sous-marins, des U-boats allemands qui pouvaient demeurer en plongée de très, très longues heures et également, en fait, de longues heures, des journées entières. Et ils avaient également l'autonomie pour pouvoir rallier même l'Amérique du Sud. Alors, la rumeur était que Hitler avait pu s'enfuir dans l'un de ces U-boats, en particulier le U-35-23. Et tu vas comprendre pourquoi je mentionne celui-là en particulier. Et à partir de ce sous-marin, aurait gagné l'Amérique du Sud. On le sait. L'Amérique du Sud a été une terre d'asile pour les nazis en fuite. J'ai pas besoin de te rappeler que c'est là qu'on a trouvé Adolf Eichmann dans les années 60, qui avait eu un procès en contumace en Israël où il avait été condamné à mort. Et c'est également en Amérique du Sud, au Brésil, près de Hambourg, Brésil, qui est mort en 1979, le docteur Joseph Mengele, le bourreau d'Auschwitz. Donc, l'Amérique du Sud a été une terre d'asile pour des nazis en fuite et pourquoi pas Hitler. Et on avait cette histoire de sous-marin, le U-35-23. Il faut dire que les Britanniques disaient avoir coulé le dit sous-marin en question. On était le 5 mai 1945. Le sous-marin en question aurait été repéré près des côtes du Danemark et les Britanniques l'auraient coulé. Malheureusement, à ce moment-là, il y a eu une erreur dans les relevés de l'attaque, tant et si bien que le sous-marin a comme disparu. Alors certains ont dit peut-être que finalement il l'a pas eu et le sous-marin a continué sa course, peut-être transportait-il Hitler. Et là voilà qu'il y a quelques jours, et c'est amusant parce que ça tombe pratiquement au moment où on va se commémorer en fait ce 73e anniversaire de la chute du Reich. On vient d'annoncer qu'on a repéré l'épave du dit sous-marin en question, là exactement où les Britanniques disaient l'avoir vu et l'avoir fait couler. En fait, c'est dans un détroit, le détroit de Skagerrak, qui se situe entre le Danemark, la Norvège et la Suède.
En fait, on avait une erreur de 15 kilomètres dans les relevés de l'armée britannique, d'où pourquoi le sous-marin semblait avoir échappé aux attaques des Anglais. Et le sous-marin, donc, repose par 120 mètres de fond et il est là depuis 73 ans. Évidemment, le mystère nous montre bien que Hitler n'a pas... Si Hitler avait tenté de fuir, il a coulé avec le sous-marin, mais le mystère n'est pas entièrement levé parce que on ignore quelle était la destination du sous-marin. Visiblement, le sous-marin a été coulé le 5 mai et les actes de capitulation de l'Allemagne nazie ont été signés entre le 7 et le 8 mai 1945. Donc, on est quelques jours après la mort d'Hitler, mais avant la signature officielle des actes de capitulation de l'Allemagne. Donc, que faisait le sous-marin? Quelle était sa destination? Que transportait-il? Alors là, évidemment, les théoriciens du complot s'en donnent à cœur joie. L'hypothèse... Est-ce qu'ils vont le laisser non, dans les bas-fonds ou est-ce qu'ils vont essayer de savoir justement ce qu'il contenait ou ce qu'il contient toujours? Voilà. Au moment où on se parle, c'est le musée de la guerre du Danemark qui est responsable de cette nouvelle, qui a supervisé en fait les recherches, qui ont relocalisé le sous-marin. Et au moment où on se parle, on évoque la possibilité d'une tentative de reflouage ou à tout le moins d'une exploration de l'épave pour essayer de savoir ce qu'il contenait parce que on ignore toujours quelle était sa destination et on ignore aussi quelle était sa cargaison, même si on a la certitude que le sous-marin ne transportait pas Adolf Hitler ou Eva Braun. Très bien. On va s'arrêter parce que moi, je veux vraiment que tu nous parles de cette planète sur laquelle il y aurait probablement de l'eau, ce qui est une excellente nouvelle. La nouvelle qu'attendaient les exobiologistes. Les exobiologistes, qui sont qui encore, les exobiologistes? Ce sont les gens qui s'intéressent à la vie extraterrestre. Ah oui. Et là, on aurait trouvé une ou des planètes sur lesquelles il y aurait de l'eau. Hein? Absolument. Donc maintenant, c'est comme confirmé. Hein? Ce qui n'était qu'une rumeur, maintenant, est une certitude scientifique. Et tu pourras nous en parler dans quelques instants, tout de suite après cette pause, les auditeurs. Alors, parle-nous, mon cher Christian Page, de l'eau donc qu'on aurait trouvée sur la planète TRAPPIST-1, c'est ça? TRAPPIST-1, en fait, c'est une étoile. Et ce qui est amusant, Bernard, tu l'as mentionné, depuis qu'on parle de cette recherche de vie extraterrestre, on connaît déjà les critères nécessaires à l'apparition de la vie. Donc, les astrophysiciens, les exobiologistes disaient, il faut qu'une planète soit une planète de roche, hein, un peu comme la Terre, donc une planète tellurique. Il faut qu'elle soit assez proche de son Soleil pour avoir de l'eau à l'état liquide et pas trop éloignée pour que cette eau passe à l'état solide. Mais jusqu'à maintenant, et grâce aux merveilles de la science et l'évolution exponentielle des recherches dans le domaine de l'astrophysique, on en est maintenant à plus de 3000 exoplanètes qui ont été observées. Donc, des planètes qui gravitent autour d'étoiles autres que notre Soleil. Certaines de ces planètes ont été identifiées comme à peu près de la taille de la Terre. Elles se trouvent dans la bonne zone, donc pas trop éloignées du Soleil, pas trop proches de leur Soleil. Mais en même temps, on se dit, bon, donc s'il y a, et c'est là le si, s'il y a de l'eau sur ces planètes, il pourrait y avoir des formes de vie. Mais jusqu'à maintenant, jamais on n'avait pu établir la présence d'eau sur une planète potentiellement viable. Et voilà maintenant, c'est fait. Ça vient d'être publié dans Nature. Ce sont des astrophysiciens, particulièrement de l'équipe de Bordeaux, qui ont analysé, en fait, la composante atmosphérique on le sait, il y a quelques mois, et probablement tu en as parlé, il y avait eu une grosse annonce de la NASA. On avait identifié 7 planètes qui gravitaient autour d'une petite étoile naine. Donc, ça avait fait la manchette. Et parmi ces 7 planètes qui gravitaient autour de l'étoile TRAPPIST-1, un système solaire qui se trouve à 39 années-lumière de chez nous, on avait noté la présence d'au moins 3 planètes qui se trouvaient dans cette zone de vie. Donc, pas trop proches et pas trop éloignées de leur Soleil. Et là, en analysant la composante atmosphérique de ces étoiles, grâce à des données recueillies en particulier par le télescope Hubble, on a pu arriver à la conclusion sans l'ombre d'un doute qu'il y a de l'eau sur ces planètes. On a déterminé qu'il y avait de l'hydrogène dans leur atmosphère, mais de l'hydrogène en quantité minimale qui permettrait quand même l'éclosion de la vie. Et on sait donc maintenant qu'il y a bel et bien de l'eau sur 3 de ces planètes dans les zones de vie qui gravitent autour de TRAPPIST-1. Ça ne veut pas dire que la vie est apparue, mais on vient de répondre au deuxième grand critère énoncé par les exobiologistes pour avoir de la vie sur ces planètes,
celle de la présence irréfutable de l'eau à l'état liquide. Bien sûr, quand je parle de vie, on parle toujours de la vie telle que nous la connaissons sur la Terre, donc une vie basée sur le principe du carbone, hydrogène, oxygène, donc une vie carbonique. Mais la vie telle qu'on la connaît sur la Terre, à partir du moment où il y a de l'eau à l'état liquide et que les températures sont favorables, il y a de fortes raisons de croire que ce bouillon de culture va apparaître et que la vie va y naître spontanément. Et là, alors, maintenant, on est rendu à combien, Christian, de planètes là, très clairement identifiées sur lesquelles il pourrait y avoir de la vie? On en a, parce que tu disais 3000 exoplanètes, mais tu nous as bien dit que c'est pas nécessairement parce que tu es une exoplanète que tu as de l'eau sur la planète. Absolument, ou que tu as Bernard. les conditions pour faire apparaître la vie. Il y en a combien, là? Au moment où on se parle, Ouais. les astrophysiciens s'entendent pour dire qu'il y a une cinquantaine de ces 3000 exoplanètes. Il y en a une cinquantaine qui sont des planètes qu'on pourrait appeler des jumelles de la Terre. Donc, qui ressemblent à la Terre par leur masse, mais qu'elles sont également dans des conditions favorables à l'apparition de la vie parce qu'elles ne sont pas trop éloignées ou trop rapprochées de leur étoile. Et là, sur ben, ces 50-là, il y en a combien sur lesquels on a établi qu'il y avait de l'eau? là, mais au moment où on se parle, seulement 3. Et ce sont c'est- ces 3 planètes qui gravitent autour de Trappiste 1, parce que Ok. Trappiste 1 est quand même, c'est la porte d'à côté, il faut quand même s'entendre. 39 années-lumière de la Terre, c'est très éloigné à l'échelle humaine, ça peut paraître très éloigné. Je te rappelle, Bernard, que la vitesse voyage à 300 000 kilomètres à la seconde. Alors, tu t'imagines 39 années-lumière, ça veut dire que c'est la distance que parcourt la lumière en 39 années, en sachant que la lumière voyage 300 000 kilomètres seconde. Donc, évidemment, à l'échelle humaine, ce sont des distances qui sont tout à fait astronomiques, et ça porte bien son mot. C'est hallucinant d'imaginer ça. Mais sur le plan de l'astronomie, 39 années-lumière, c'est la porte d'à côté. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Alors, à ce niveau-là, maintenant, on a la certitude que on a au moins 3 planètes sur lesquelles il y a de l'eau. Elles sont dans des conditions favorables pour avoir des formes de vie. Maintenant, la grande question, c'est si la vie apparaît sur l'une de ces planètes ou ailleurs, si la vie pullule dans l'univers, est-ce que la vie intelligente est une conséquence normale ou un accident? Tel qu'on l'a sur la Terre, on a des formes de vie intelligentes, les êtres humains, les Homo sapiens. Est-ce que cette apparition de l'intelligence est un accident de la nature ou est-ce que c'est une sorte de conséquence à l'évolution de la vie qui pourrait exister ailleurs sur d'autres planètes? Parce que tout à l'heure, tu faisais la distinction, tu parlais aussi de planètes sur lesquelles il y a de l'eau, mais pour lesquelles il n'y a pas de conditions favorables à l'apparition de la vie. Par exemple, Mars, on pense bien qu'il y a de l'eau, mais il n'y a personne qui pense que Mars pourrait héberger de la vie. Voilà, on pense que Mars, il y a des milliards d'années, a pu avoir les conditions nécessaires à l'apparition de l'eau. À l'apparition de la vie, parce qu'on sait qu'il y avait de l'eau à l'état liquide. Pour des raisons qui restent à peu près inconnues du domaine de l'astronomie, à un moment donné de son histoire, Mars a perdu son atmosphère. Et là, évidemment, elle s'est refroidie et s'il y avait de la vie, elle a disparu. Il n'est pas interdit de penser que quelque part, il y aurait encore une espèce de vie fossile qui pourrait exister, bactérienne qui pourrait exister dans le sous-sol de Mars. Mais c'est vrai, et on pense, tout récemment, des scientifiques ont évoqué la possibilité qu'il pourrait y avoir également des formes de vie qui évolueraient dans l'atmosphère de la planète Vénus. Certainement pas à sa surface, parce que je te rappelle que la surface de Vénus, c'est 450 degrés centigrades, donc assez chaud pour faire fondre le plomb. Et quand il pleut sur Vénus, il pleut de l'acide sulfurique. Mais on croit que dans la haute atmosphère de Vénus, il pourrait y avoir des conditions qui permettraient l'évolution, le développement d'une forme de vie bactérienne. Mais la seule forme de vie structurée, organisée, complexe comme on la connaît sur Terre, au moment où on se parle, il n'y a que notre planète dans le groupe du système solaire qui offre ces conditions-là. Absolument. Donc, Christian Page, je dois te remercier, mon cher. Ça me fait plaisir, Bernard. C'est toujours très clair. Et ta conférence, ça s'est bien passé, hein? Excellent. Et je suis toujours très impressionné de voir que malgré l'aspect sceptique, les gens restent très critiques à tout ça. Très intéressant. Merci beaucoup, Christian. À vendredi prochain.